Crise économique, sociale et politique sans précédent au Liban. Les habitants du pays du Cèdre pourraient même mourir de faim d'ici la fin 2020 si rien n'est fait selon les Nations Unies. La plupart des régions du Liban n'ont même plus d'électricité. Et pourtant, le Hezbollah a décidé de venger la mort d'un de ses hommes tués dans un raid israélien en Syrie. Suivez la logique, un mort du Hezbollah en Syrie signifie une opération de l'organisation chiite depuis le Liban. Le Hezbollah qui lui n'a aucun problème d'électricité grâce à un réseau clandestin de générateurs flirte avec une guerre généralisée. Et que fait Tsahal en attendant? Eh bien, l'armée israélienne affirme ne pas être intéressée à ce stade par un conflit et préfère repousser une cellule qui s'était infiltrée en Israël plutôt que de l'éliminer pour éviter un embrasement. Un jeu d'échecs tactique, on l'aura compris. Et avant de rejoindre mes invités, faisons le point sur la situation sur le terrain avec ce sujet de Mathieu Winding. Alors, bien évidemment, la réalité du moment n'est sans doute pas celle de demain, car eu égard aux menaces constantes du Hezbollah, la situation peut évoluer à tout moment. Dans la soirée de mardi à mercredi, l'armée israélienne a lancé un état d'alerte. Des silhouettes, 3 exactement, avaient été repérées le long de la barrière de sécurité du village frontalier de Choula. Quelques heures plus tard, la piste de l'infiltration terroriste est écartée, mais cela en dit long sur le degré de tension sur place et surtout le degré de préparation des forces israéliennes. Le commandement du Nord est renforcé par des unités du renseignement, des forces spéciales et des batteries de dômes de fer. En déplacement dans le Nord, Benjamin Netanyahou rencontre le chef d'état-major et le commandement du Front Nord. Le Premier ministre réitère son message de dissuasion. Je pense que Tsahal est prêt à faire face à tous les types de scénarios. Nous continuons à opérer afin de repousser la présence iranienne dans notre région. Nous ferons tout ce qu'il faut pour nous défendre. Et je conseille au Hezbollah de prendre en compte ce fait. Israël est prêt à tous les scénarios. Côté libanais, le ministre libanais des Affaires étrangères déclare que son gouvernement déposera une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce qu'il qualifie d'agression israélienne dans le sud du pays. Dans un communiqué, le Premier ministre libanais Hassan Diab profère d'étranges accusations. Le Premier ministre Diab a ajouté que l'ennemi israélien essayait de modifier les tâches de la FINUL, la force de maintien de la paix de l'ONU dans le sud, et les règles d'engagement dans le conflit avec le Liban. La FINUL n'a pas souhaité commenter et s'est dit complètement opérationnelle. Voilà plusieurs jours que l'armée israélienne se préparait à une riposte du Hezbollah. Finalement, lundi, aux alentours de 3 h de l'après-midi, Tsahal a su repérer un commando du mouvement terroriste. L'incident durera environ 1 heure. D'un côté comme de l'autre, aucune victime ou blessé n'est signalée. Volonté, sans doute, d'éviter une escalade. Le Hezbollah nie même toute implication dans cet incident. L'armée israélienne devrait garder un niveau d'alerte élevé dans le nord du pays au cours des prochains jours. Et mon premier invité, le général de brigade de réserve Harel Knafo, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Tout d'abord, comment on maintient, puisque vous connaissez parfaitement les moindres centimètres carrés de ces 150 km de frontières dans le nord, comment on maintient à ce point un état d'alerte maximal à la frontière ? Tout d'abord, l'armée israélienne s'entraîne à ce type de scénario. Elle a été formée pour ce type d'incident. Toute la chaîne de commandement est prête pour cela. Les soldats déployés sur le terrain savent ce qu'ils ont à faire. En clair, des officiers aux soldats, l'armée capable de rester en alerte pendant de longues semaines s'il le faut. Harel Knafo, quand on dit et quand je lis au niveau de l'état-major qu'il y a des nouvelles forces qui sont amenées dans le nord, avec notamment des armes sophistiquées et surtout des forces spéciales, est-ce que c'est un message d'abord aux habitants du nord ou surtout au Hezbollah ? Je n'appellerai pas ça un message, puisque c'est exactement ce qu'il faut pour maintenir une ligne de front la plus prête, la plus puissante ou la plus massive possible face aux menaces qui s'accentuent de l'autre côté. À partir du moment où le Hezbollah a reçu un coup sérieux en Syrie, il a décidé de réagir. Mais à mes yeux, le pouvoir de dissuasion contre le Hezbollah fonctionne. Le mouvement a donc décidé d'opérer dans une zone qui, à mes yeux, est moins stratégique ou plutôt moins symbolique pour Israël.
Et c'est donc au monde Dov qu'il a décidé d'agir. Mais comme nous ne pouvons prendre aucun risque, nous nous sommes déployés tout au long de la frontière, tout au long des 150 km dont vous parliez. L'attaque qui s'est déroulée sur le mont Dov a pu être repérée et repoussée avant même que l'incident n'ait lieu. Et ce, grâce à ces mêmes systèmes de renseignement technologique, grâce à ces mêmes sentinelles de contrôle visuel des frontières. La vraie question est de savoir ce que le Hezbollah prévoit encore de faire. Certaines voix au sein de l'état-major CNAFO disent qu'il y a une fenêtre de tir, une fenêtre d'opportunité pour mettre les deux genoux à terre du Hezbollah. Est-ce que c'est aussi votre avis, c'est-à-dire qu'il faut profiter maintenant de donner un grand coup dans la fourmilière ? Je connais d'autres voix aussi qui pensent l'inverse. Il ne faut pas se précipiter et se lancer dans des combats irresponsables. Il faut absolument prendre en compte toutes les composantes du terrain et qui l'entourent pour savoir s'il est judicieux de combattre maintenant. Il est vrai que la situation économique en Liban est catastrophique, sans parler des comptes du Hezbollah qui sont en baisse. Et je ne parle pas que des effets de la crise du Covid-19, mais de toutes les sanctions qui sont imposées contre l'Iran, qui n'est plus capable de leur envoyer autant d'argent que dans le passé. Mais d'un autre côté, Israël fait également face à une situation économique complexe. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de se lancer dans une guerre maintenant, mais tout dépendra de plusieurs options. Le Hezbollah n'a réussi aucune de ses missions, et je ne sais pas s'il faut ouvrir un front global dans le nord contre l'organisation. Il faudrait attendre un peu encore et voir ce qu'il se passe sur le terrain. Question de tactique. Aujourd'hui, on a vu plusieurs exercices de manipulation, de tactique de la part de l'armée israélienne. On a vu également des poupées dans des jeeps pour faire croire au Hezbollah qu'il avait causé des blessés au sein des forces. Est-ce que c'est ce qu'est devenu l'armée israélienne, une armée de tactique plutôt que de stratégie ? Non, je ne pense pas. Il y a aussi beaucoup de tactique dans chaque opération stratégique. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous préparons une mission. Je dois vous rappeler que dans l'histoire militaire mondiale, il y a toujours eu des manipulations tactiques, des tromperies contre l'ennemi. Et cela fait partie intégrante d'une stratégie opérationnelle et des outils dont nous disposons pour opérer. Ça sera ma dernière question. Harel Knafo, général de brigade, vous connaissez parfaitement le Hezbollah, vous l'avez combattu en terrain libanais. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, Israël, à votre avis, a peur du Hezbollah ? Ça me fait rire, ça me fait vraiment rire qu'on puisse me poser cette question. Et la réponse est non, vraiment négative. Je peux vous dire en toute certitude qu'il y a des soldats déployés au sol qui se préparent au mieux et qui attendent justement de combattre le Hezbollah. Quant aux officiers, ils doivent bien réfléchir, bien se préparer. Chaque décision est lourde de sens. Il y a un prix à payer dans une guerre. Israël n'a pas peur, n'aura pas peur de combattre le Hezbollah. Et si le Hezbollah décide de faire des choses qui vont totalement à l'encontre de nos intérêts, il sera frappé, durement frappé. Le Hezbollah n'a aucune capacité de prendre le dessus sur Israël, d'aucune façon. Merci beaucoup, Harel Knafo, d'avoir été avec nous, général de brigade de l'armée israélienne. Merci beaucoup, à bientôt. Israël Ziv, général de l'armée israélienne, ancien commandant des opérations spéciales de Tsahal. Première question, on l'a appris, l'armée aurait pris la décision de ne pas éliminer la cellule depuis la semaine dernière. Première réaction de votre part ? Il y a deux considérations dans ce genre de cas, à court terme et à long terme. Je ne m'exprime qu'en mon nom, mais je pense qu'à court terme et dans ce timing particulier, il en va de l'intérêt israélien d'éviter un embrasement dans la région. C'est pour cela que je pense que cet incident a bien été géré. À l'inverse, sur le long terme, je pense qu'il faut parfois payer le prix nécessaire. Si tel est le cas, et qu'on a demandé de ne pas éliminer cette cellule, on risque de payer un prix bien plus lourd dans le futur. Il est important que le Hezbollah, et n'importe quel ennemi d'ailleurs, sache qu'il y a un prix à payer pour chaque infiltration. Ce n'est pas une promenade. On le comprend bien, Israël Ziv. Tout est fait pour éviter un Hezbollah 2 en Syrie et tous les moyens sont bons, ça c'est clair. Mais quid du Hezbollah 1 et de ses 150 000 missiles ?
On attend patiemment en fait que le Hezbollah au Liban s'affaiblisse, par exemple? Nous avons une grande expérience dans la région, au Liban et face au Hezbollah. Notre expérience nous a toujours montré qu'à chaque fois que nous avons essayé de se débarrasser de telle ou telle organisation, le vacuum n'existe pas. Il y a toujours une autre organisation qui prendra le relais, qui sera généralement plus cruelle que la précédente, plus agressive, plus menaçante. Donc lorsqu'on dit qu'il vaut mieux un ennemi que vous connaissez plutôt qu'un autre que vous ne connaissez pas, c'est la ligne stratégique actuelle de l'armée israélienne qui cherche davantage à assurer l'équilibre des forces plutôt que la paix. Et malgré toutes les embûches et les conflits que nous avons connus avec le Hezbollah, nous sommes parvenus à une sorte d'équilibre avec l'organisation. Je ne parlerai pas de stabilité, mais d'équilibre dans la région. Et je pense que cette équation est positive pour nous, puisqu'en fin de compte, nous n'avons aucun intérêt au Liban. C'est le calme qui nous intéresse. Et donc, même si le Hezbollah essaye de se dessiner l'image d'un mouvement gigantesque et très menaçant, il ne représente pas une menace existentielle pour Israël. C'est une menace sur la stabilité du pays au quotidien. Mais ce n'est pas un ennemi qui peut conquérir Israël. La vie économique du pays n'est pas dérangée par le Hezbollah. Donc concrètement, on peut continuer à vivre avec un ennemi qui prend de plus en plus d'importance sur la scène interne au Liban, même s'il est contesté. Israël Ziv, ce n'est pas un secret, vous n'êtes pas un partisan de la politique de l'endiguement. Est-ce qu'il ne faut pas reprendre la sacro-sainte politique proactive et prévention, frapper avant qu'il ne soit trop tard? Cette question, quoi qu'il en soit, sera toujours exacte, soyons honnêtes. Même si je préférerais l'option proactive, elle n'implique pas forcément de changement d'équilibre des forces. Il est évident que frapper l'ennemi avant qu'il ne passe à l'action peut avoir des conséquences dramatiques pour l'ennemi, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'effet boomerang. La question est de savoir si aujourd'hui, avec la crise économique et surtout sanitaire, avec la pandémie de Covid-19, et je ne pense pas que nous avons déjà été dans cette situation, il soit judicieux de se lancer dans une guerre préventive. Je pense que non. Général Ziv, vous parlez fréquemment avec le chef d'état-major, qui était sous vos ordres, Aviv Kochavi. Si jamais vous deviez l'avoir au téléphone, par exemple aujourd'hui, demain, vous lui diriez quoi? De prendre les devants? Premièrement, je suis fier de lui. Je pense qu'Aviv Kochavi est l'un des meilleurs officiers que l'armée israélienne connaisse aujourd'hui. C'est un excellent chef d'état-major, très mesuré, réfléchi. Je pense que dans une région très complexe et instable, d'un point de vue sécuritaire, économique et politique, il représente un excellent commandant de navire et sa gestion des forces de sécurité est très appréciée. Je n'ai pas besoin de lui parler, notre relation est suffisamment bonne. Je pense que je l'enlacerai et lui dirai de continuer ce qu'il fait actuellement. Un autre parachutiste, et ça sera ma dernière question, Benny Gantz, qui est ministre de la Défense actuel, a déclaré qu'Israël, hier, continuera à opérer même loin de ses bases. Suivez mon regard, l'Iran. Le but, c'est quoi? C'est profiter autant que possible des derniers mois à la Maison-Blanche de Donald Trump jusqu'au bout? Il y a une chose où Israël ne peut faire de compromis, ou du moins deux. La première, c'est la présence militaire iranienne en Syrie. Israël la considère comme un casus belli, une ligne rouge. C'est une situation que nous ne pouvons pas accepter de facto. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve Israël, le pays ne peut se permettre une présence militaire iranienne en Syrie. Et je pense que ça, Israël le gère de manière efficace. Je vous rappelle que les Iraniens avaient prévu de former une armée de plus de 100 000 personnes. Israël ne peut se permettre d'avoir ce deuxième front chiite en Syrie. La deuxième chose avec laquelle nous ne pouvons faire aucun compromis, c'est un Iran nucléaire. Ce n'est même pas une option.
Et donc, face à ces deux enjeux, que nous ayons ou pas quelqu'un qui nous soutient davantage ou pas à la Maison-Blanche, nous sommes contraints d'opérer. Je pense que c'est ce que nous faisons et c'est la meilleure stratégie à adopter. Merci beaucoup Israël Ziv, ancien commandant des opérations spéciales de l'armée israélienne, ancien surtout général de l'armée israélienne. Merci à vous. Merci beaucoup et une bonne santé à tous. Et cela fait presque 14 ans qu'il est mort. Je parle de qui? Je parle de Emmanuel Moreno. Il était lieutenant-colonel dans l'armée israélienne. Il est tombé au combat à la fin de la Seconde Guerre du Liban en 2006. Il est toujours impossible de voir son visage. Océane Nicole, j'ai fait appel justement à vos souvenirs historiques pour vous nous raconter qui était justement Emmanuel Moreno au moment où on parle bien évidemment d'un conflit avec le Hezbollah. Exactement, Mathias, on ne connaît toujours pas son visage, tout simplement pour des raisons de sécurité. On ne sait pas à quoi ressemblait donc Emmanuel Moreno, mais à défaut de connaître et de savoir les traits de son visage, eh bien on sait qui était ce lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Il est né en France en 1971 et il est venu s'installer un an plus tard avec sa famille à Jérusalem. Il rejoint les rangs de Tsahal à l'âge de 18 ans, comme tous les Israéliens, pour faire partie de l'une des unités d'élite des forces de défense israélienne, l'unité Sayeret Malkan, et Emmanuel Moreno a été tué, vous l'avez dit, lors d'une opération commando près de Baalbek dans le nord du Liban. C'était donc le 19 août 2006. Il est mort donc à l'âge de 35 ans et c'est le dernier combattant et le plus haut gradé israélien à être tombé lors de la deuxième guerre du Liban, puisque c'était justement au moment de la fin de ce conflit qui a duré au total un mois. On ne sait pas non plus les opérations auxquelles il a participé, les opérations qu'il a commandées, puisque tout comme son visage, eh bien Mathias, elles ne sont toujours pas autorisées à être publiées. Alors, bien évidemment, on parle toujours d'un spectre, d'une troisième guerre du Liban. Et ce qui est intéressant, Océane, c'est que les ennemis d'hier, ceux qui étaient censés être chassés par Emmanuel Moreno, sont toujours en poste. Exactement, Mathias. Si l'on regarde du côté du Liban et du Hezbollah, eh bien c'est toujours Hassan Nasrallah, le secrétaire général de l'organisation terroriste. Il occupe d'ailleurs ce poste depuis 1992. Il était donc là lors de la seconde guerre du Liban en 2006. Et pareil pour son numéro 2, Naïm Qassem, qui a encore menacé il y a quelques jours Israël. Et pour les alliés du Hezbollah, eh bien c'est pareil, pas de changement. Si l'on regarde en Syrie, c'est toujours Bachar al-Assad, le président syrien. Il gouvernait encore toujours le pays en 2006 lorsque le conflit opposait donc le Liban et Israël. Le changement finalement il se passe du côté de l'Iran, puisqu'on sait que Qassem Soleimani, le commandant de la force Al-Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, eh bien lui a été tué en début d'année lors d'une frappe ciblée menée par les États-Unis. On s'en souvient. Le réel changement finalement, Mathias, ce sont finalement les finances du Hezbollah qui ne sont pas du tout les mêmes que lors du deuxième conflit, donc il y a près de 14 ans, puisque l'organisation terroriste libanaise eh bien, traverse une crise économique, également une crise politique et une crise sociale en interne, mais il ne faut quand même pas sous-estimer, Mathias, le Hezbollah qui a su quand même ces dernières années eh bien, se doter d'armes et de missiles extrêmement performants. Mais ça ne semble pas quand même démoraliser les prochains soldats israéliens qui seront dans quelques mois pour leur service militaire dans les rangs de Tsahal. Et c'est d'ailleurs le cas d'une nouvelle recrue. Ce sera justement la fille d'Emmanuel Moreno qui a perdu son père lorsqu'elle avait à peine 5 ans. Et sa fille rejoindra donc et s'enrôlera dans Tsahal au mois d'octobre prochain. Merci pour ce souvenir historique de l'armée israélienne et d'Emmanuel Moreno. Merci Océane Nicole. Merci Mathias. Et je me tourne vers Ali Waked, directeur de la chaîne d'I24 News en arabe et ancien correspondant spécialiste des questions arabes dans la presse régionale. Ali Waked, première question claire, nette et précise. Il y a une crise du Covid-19 au Liban. Il y a une crise d'électricité sans précédent au Liban et le Hezbollah flirte avec une guerre. Pourquoi ? Bon, pourquoi ? Parce que le Hezbollah a déjà mis en place une équation comme quoi, au cas où Israël attaque un de ses combattants
soit en Syrie, soit au Liban, il doit riposter, il doit réagir. Le fait qu'il y a une crise économique, elle est nette, elle est claire aussi pour le Hezbollah. Il ne faut pas oublier que le Hezbollah, malgré sa vocation d'être une branche parmi d'autres branches de l'empire iranien, c'est un parti politique libanais. Donc, il hésite, l'organisation hésite. Le fait que l'attaque qu'il a essayé de mener il y a quelques jours à la frontière israélo-libanaise a échoué, mais l'organisation dans un dilemme, soit réessayer à nouveau d'attaquer Israël, soit de laisser passer cet incident parce que Monsieur le ministre des Affaires étrangères française était à Beyrouth la semaine dernière. La délégation de la Banque mondiale visite le Liban. Et tous les donateurs occidentaux mettent comme condition le fait que le Hezbollah doit se retirer de tous ces conflits régionaux dans lesquels il plonge le Liban, il met le Liban dans ses problèmes, plus le fait qu'il fait partie de l'établissement politique qui a lui aussi noyé le Liban dans cette crise financière, dans cette crise d'électricité, dans cette crise politique. Et donc, la balance n'est pas claire pour le Hezbollah et toute décision sera considérée, sera très mal vue par un des côtés, soit par la communauté internationale et Israël d'un côté s'il mène une guerre à la frontière, et dans son entourage, dans son environnement, au sein de son public, s'il ne réagit pas, il montre une faiblesse. Donc c'est un dilemme pas facile, dans un moment qui n'est pas du tout facile pour l'organisation. Mais alors, Ali, j'ai essayé de m'entretenir avec, alors je ne vais pas mentir, une trentaine de Libanais. Certains ont décliné immédiatement ma demande, d'autres ont accepté de parler avant de se rétracter. Ils m'ont dit avoir peur, être surveillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hezbollah contrôle à ce point la population civile? Le Hezbollah contrôle tout au Liban, Mathias. Ce n'est pas un secret qu'une des crises qu'a subi l'ancien gouvernement libanais, c'était le fait que le Hezbollah possède un système de surveillance, son propre système de surveillance sur toutes les frontières libanaises avec la Syrie, avec d'autres pays, y compris sur l'aéroport international de Beyrouth. C'est ce fameux aéroport que porte le nom de Rafik al-Hariri, l'ancien premier ministre sunnite libanais qui a été assassiné, et que son organisation, son parti politique et sa famille, la fameuse famille Hariri, pointent le doigt vers le Hezbollah comme le côté responsable de cet assassinat de Saad el-Hariri. Et ce n'est pas un secret que la force militaire du Hezbollah est beaucoup plus importante que celle de l'armée libanaise. Et ce n'est pas un secret que le Hezbollah est infiltré dans la quasi-totalité des instances du pays et du gouvernement. Ce qui fait que les gens qui font partie de l'opposition anti-Hezbollah ne se sentent pas à l'aise. À la chaîne arabe, nous, on a du mal essentiellement à avoir des invités en provenance du Liban pour la simple raison que l'environnement est anti-israélien. Ali, excusez-moi de vous couper. Je vous lis ce tweet, l'un des soutiens catégoriques du Hezbollah, un journaliste d'Al-Ahbar. Le champion, le Hezbollah, dit d'ailleurs dans ce tweet qu'il suffirait que des gamins sautent sur un sac plastique pour que 3 sionistes seraient morts de peur. Pour moi, personnellement, c'est une réaction en soi. Toute cette peur et le pire n'est pas encore arrivé. En très peu de temps, si vous pouvez, Ali Waken, nous expliquer, est-ce que le Hezbollah, finalement, est le champion du monde de la guerre psychologique? Bon, vous avez mentionné Al-Akhbar, Mathias, c'est le fameux journal qui est très proche du Hezbollah, qui est très proche de l'organisation. Mais l'ambiance générale au Liban, même au sein des partisans du Hezbollah, même au sein de ceux qui soutiennent le Hezbollah, je ne dis pas que ces gens-là demandent le Hezbollah de se démanteler de ses armes, mais oui, ils demandent le Hezbollah de reconsidérer sa participation à la guerre en Syrie, sa participation aux conflits régionaux, en l'occurrence le Yémen et l'Irak, pour que le pays puisse respirer, pour que l'économie libanaise puisse se reprendre force. Mais vous savez, Mathias, on a commencé cette émission en disant que le dilemme du Hezbollah, elle est super compliqué et ce n'est pas facile. Le Hezbollah ne peut pas se permettre,
parce qu'il a construit toute sa réputation sur le fait que moi, je peux être l'équivalent à l'armée israélienne. Moi, je n'ai pas peur de l'armée israélienne. Si l'armée israélienne nous provoque, on peut réagir. Merci. Il est donc obligé à respecter ses engagements. Et s'il respecte ses engagements, il perd le poids, il perd la popularité au sein de la grande majorité de la population libanaise, même au sein de ceux qui le soutiennent. Plus Merci. le fait que dans la communauté internationale, il est considéré comme le grand problème qui empêche la communauté internationale à venir à l'aide du gouvernement libanais. Merci beaucoup, Ali Waqued, directeur de la chaîne arabe et ancien correspondant et spécialiste de la question arabe dans la presse régionale. Merci à vous. L'une des stars de l'aviation israélienne dans les années 70, l'avion de chasse, le Kfir, renaît de ses cendres. Il vient d'être modernisé pour proposer une croupe version 2020. Lise Benkemoun présente pour Défense les nouveaux contours de l'appareil bleu et blanc. J'allais oublier, c'est important, Kfir en hébreu c'est un lionceau. Le Kfir est mort, vive le Kfir. Cet avion israélien mythique des années 70 était aujourd'hui considéré comme obsolète. Mais l'industrie aéronautique israélienne a décidé de le moderniser et de produire un Kfir nouvelle génération intégrant des technologies de pointe. Le but, en faire un avion de combat performant à prix relativement accessible pour des pays qui en possèdent déjà, par exemple la Colombie, l'Équateur, le Sri Lanka ou l'Argentine, qui doivent renouveler leur flotte en 2021 ou 2022. Le Kfir est un avion solide et résistant. Il ne subit pas de fissures importantes, même après de très nombreuses heures de vol. Et il a subi une chirurgie à cœur ouvert. Alors, à quoi va ressembler la nouvelle version du Kfir ? Un cockpit en verre, l'intégration de radars de pointe, de systèmes d'armes, d'autoprotection et de ravitaillement en vol et d'autres fonctionnalités. Il possède aussi un tableau de bord numérique et la capacité de transférer des données d'un avion à un autre du même escadron via un réseau commun. Sans être bien sûr un avion furtif, il peut tout à fait avoir une image complète des champs de bataille. Le tout pour un prix inférieur de moitié au F-16, 8 000 $ l'heure de vol au lieu de 15 000 $ sur le F-16 et 25 000 sur le F-15. En bref, une bonne affaire made in Israël. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente semaine sur i24 News. Bien évidemment, vous pourrez revoir tout au long de la semaine notre émission Défense en replay. Bien évidemment, une situation toujours aussi tendue dans le nord du pays. Bonne semaine à tous sur i24 News.